Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire. Vous connaissez le principe de l'émission. On reçoit un acteur, un penseur, en tout cas quelqu'un qui nous édifie sur les questions touchant à l'histoire de l'Afrique, des diasporas noires. Mais cette fois-ci, on a mieux encore. On a un témoin. Nous avons un témoin pour nous parler de diplomatie, mais mieux encore, de là où ça se passe, où ne se trouvent pas les feux des projecteurs. C'est la diplomatie souterraine, enfin, il nous dira, je ne veux pas mettre de qualificatif très tôt, j'ai simplement titré l'émission France-Afrique, ce système que chacun définit selon sa conception propre, mais qui met en relation la France et ses anciennes colonies africaines dans un échange, selon un ami, qui n'est pas gagnant-gagnant. La diplomatie de l'ombre dans la France-Afrique, c'est ce qu'on verra avec un auteur, quelqu'un qui est sorti du silence, pour témoigner. Il s'appelle Jean-Yves Olivier, il est homme d'affaires. C'est très vague, il fait plusieurs affaires et au cours de ses affaires, de ses séjours, de ses pérégrinations, il a eu l'occasion, l'opportunité, peut-être la volonté parfois de servir ou à travers ses services, il a fait des affaires. C'est ce qu'on verra. Il a écrit un livre qui s'intitule « Ni vu ni connu », qui a déjà eu une résonance médiatique chez plusieurs de nos collègues. On le reçoit aujourd'hui. Je n'ai pas voulu le faire tout seul. J'ai appelé quelqu'un qui pouvait nous assister dans la compréhension de toutes les thématiques qui sont abordées au travers de ce livre fort documenté, fort intéressant et très bien écrit. Il s'agit d'un, pas tout à fait un collègue, même s'il travaille beaucoup avec nous, il est géopolitologue, c'est un conférencier, chercheur, Monsieur Mbeko, qui est mon invité à droite, à gauche, pardon. Monsieur Jean-Yves Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc celui que je n'arrive pas à définir et ce que je vais vous demander de faire. Oh là là. Voilà une tâche bien ardue. Ben, je vous en prie, allez-y. Écoutez, je suis, comme vous l'avez dit, je suis d'abord un homme d'affaires, mais je suis aussi un témoin. Je passe dans l'Afrique et j'ai décidé à un moment donné de m'arrêter à certaines choses que je voyais se dérouler devant moi et essayer de voir comment je pouvais apporter ma contribution à certains problèmes africains. Qui avait généralement à voir avec la paix et la guerre. Très bien. Je vais présenter rapidement notre invité, Monsieur Patrick Mbeko. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Présentez-vous mieux que moi, également. Mais bon, Patrick Mbeko, analyste des questions géopolitiques et géostratégiques et auteur du livre « Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda ». C'est votre dernier livre. Ouais, voilà. Vous aviez un livre précédent. Ouais, c'est le Canada dans les guerres en Afrique centrale. Vous êtes passionné par le Canada ou vous y vivez? Celui-là, c'est la suite du premier bouquin. Très bien. On va faire une virgule et s'arrêter quelques secondes avec notre invité principal, M. Jean-Yves Olivier, pour qu'en quelques minutes, on parle de lui. Ensuite, on va parler de son œuvre. Jingle. Je vous redis bonsoir, Monsieur Jean-Yves Olivier. Vous avez écrit un livre qui est un témoignage de votre parcours depuis votre Algérie, où vous êtes né et qui vous a amené à travers le monde, qui mêlait vos activités, vos convictions, parfois, vos rencontres. Et ce livre, c'est la partie africaine, parce que vous avez fait le tour du monde jusqu'en Chine, enfin, aux 4 continents. C'est la partie africaine qui nous a intéressés. J'aimerais savoir d'abord comment vous découvrez l'Afrique, enfin, pour le public. Bah, écoutez, je découvre l'Afrique d'abord en y naissant. Oui, en Algérie. Puisque jusqu'à la preuve du contraire, l'Algérie fait partie de grande Afrique. Mais je découvre l'Afrique centrale, en fait. Mon premier voyage africain est en 1966 et je me rends, c'est curieux, mais c'est vrai, je me rends au Congo-Brazzaville, qui est à l'époque, vient de basculer dans le marxisme-léninisme, avec un jeune commandant qui s'appelait le commandant Raoul, qui va pas rester très longtemps et qui va voir le président Marien Nouabi lui succéder. Donc mon premier contact avec l'Afrique profonde, c'est à Brazzaville que je vais la voir. Et vous partiez en Afrique, ce sont vos activités qui vous y conduisent à ce moment-là? À ce moment-là, oui, je suis trader de céréales
Je vends et j'achète des matières premières alimentaires. Et l'Afrique de l'époque, enfin le Congo de l'époque avait un problème d'approvisionnement en blé. Je me suis rendu pour voir comment je pouvais aider à cet approvisionnement. Très bien. Ensuite, on vous retrouve du côté de l'Afrique australe. C'est aussi au hasard ou c'est par rapport à vos activités également? Il me semble que c'est peut-être le pétrole qui vous y conduit à un moment donné ou le charbon? Non, c'est pas le pétrole. C'est d'abord le fait que je m'intéresse à des pays qui sont difficiles. Je laisse aux grandes entreprises, aux grandes multinationales le soin de s'occuper des pays faciles. Et je suis à la recherche de pays difficiles. Des pays en guerre, des pays en guerre, ou des pays dans des difficultés, ou des pays où je vais pouvoir apporter un peu plus que simplement la vente de matières premières. Et l'Afrique du Sud est visiblement un pays auquel que je commence à regarder, puisqu'elle est sous embargo. Et elle fait l'objet d'un conflit, elle est en guerre larvée avec ses voisins. On va, je pense, y revenir. Donc l'Afrique du Sud m'intéresse et j'y vais en prospecteur. Je vais faire une étude de marché. Et c'est cette capacité à rentrer dans des pays où les autres ne vont pas qui va intéresser, disons, ceux qui sont officiellement chargés au niveau de l'État de pénétrer des pays pour des questions diplomatiques ou autres. C'est un petit peu plus simple et plus compliqué. Plus simple parce qu'en fait, je suis porteur d'une marchandise qui sont les céréales, donc des produits alimentaires, donc qui implique automatiquement que c'est au niveau le plus haut de l'État que les transactions se réalisent. Généralement, ce sont les États qui importent. Ce sont des produits stratégiques. Ce sont des produits stratégiques. Donc, le fait que je travaille sur des produits stratégiques m'amène à rencontrer les politiciens qui sont en charge du pays et qui sont intéressés à faciliter les échanges commerciaux dans ce domaine-là. De manière plus personnelle, vous êtes pied noir, d'une famille pied noir, et vous êtes, dans votre jeunesse, l'Algérie française, tout le départ des pieds noirs d'Algérie, à titre personnel, dans votre famille, vous allez le vivre. Bien sûr, mais je suis d'abord... Comme tous les jeunes, j'ai des idéaux. D'ailleurs, je commence à faire partie des jeunesses communistes, puisque dès 13 ans, je fais un voyage à Moscou. Je dois dire que j'en suis revenu calmé sur ce côté-là. Quant à mon engagement pour ce que l'on a appelé l'Algérie française, c'était plus un engagement qui était un engagement communautaire. Je vais me rendre compte qu'en fait, on veut souvent donner une image politique à quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est un soutien communautaire qui va jusqu'au début de l'humanité. L'Algérie française, pour moi, c'est défendre c'est défendre mes parents, c'est défendre ma famille, c'est défendre mes amis, et qui n'ont forcément pas totalement raison. Je suis un grand admirateur d'un écrivain qui s'appelle Albert Camus, et Albert Camus a écrit une phrase qui, je crois, m'a beaucoup impressionné et influencé. Il a écrit « Entre ma mère et la justice, je choisis ma mère ». Et vous avez choisi votre mère. C'était juste pour qu'on ait une petite idée de qui vous êtes, de comment vous êtes arrivé à écrire ce que vous avez écrit, comment votre parcours s'est déroulé à partir de l'Algérie, puis retour en France, puis découverte de l'Afrique centrale, puis l'Afrique australe, et puis l'homme d'affaires qui derrière prospérait autant que ses réseaux et son influence. Ça, c'était pour la virgule qui concerne votre portrait. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai voulu ne pas partir avec vous sur tous les terrains, parce que sinon on n'aurait pas eu le temps. Il faudrait lire le livre, qui est un livre très intéressant. J'en lis beaucoup autour de ces questions-là, mais celui-là, il vaut le détour. Je le recommande, c'est souvent rare par ici. Donc, jingle, et puis on parle des dossiers. Je vous en dis bonsoir et on va rentrer dans le vif du sujet parce que le temps va passer vite et on aura besoin de tous vos éclairages, vous en tant que témoin. Vous avez connu l'apartheid. Vous avez été en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, c'est ce que je veux dire. Et c'était quoi quand vous y arrivez et c'était quand ?
Écoutez, je fais mon premier voyage en Afrique du Sud en 1981. L'apartheid non seulement est installé, mais la communauté blanche, et plus particulièrement ce qu'on appelle les africanaires, sont en train de se battre pour une idée que, bien sûr, je ne partage pas, mais où ils ont l'impression que pour eux, c'est un problème de vie et de mort. Ce contact avec, justement, une communauté blanche isolée, séparée, sans possibilité de dialogue, m'intéresse parce que je pense qu'ils sont aussi sud-africains que les Noirs qui habitent l'Afrique du Sud. Et je pense que les deux communautés, les trois ou les quatre communautés, parce que l'Afrique du Sud, c'est plusieurs communautés, c'est pas seulement les Blancs et les Noirs. C'est les anglophones et les africanaires, c'est les Italiens et les Portugais, c'est les métis les Indiens. Et les Indiens. Et je pense qu'il faut aider à ce qu'un nouveau dialogue s'instaure entre ces communautés. Mais vous n'y allez pas pour un dialogue à ce moment-là? Non, j'y vais pour faire des affaires. Mais je me trouve dans la situation de quelqu'un qui est en face d'un accident de voiture. La voiture s'est renversée devant moi. J'ai dans mon coffre des outils, une boîte médicale d'urgence. Je m'arrête. Je ne cherche pas à voir si je vais salir mon pantalon dans la boue en sortant de la voiture. Je ne vais pas penser aux gens qui m'attendent pour dîner et la maîtresse de maison qui va voir peut-être son soufflet disparaître dans son four à cause de moi. On y va, on agit. Et j'ai eu l'impression que j'avais à ma disposition des outils que, justement, les gens qui étaient accidentés n'avaient pas et allaient avoir besoin. C'est pour ça que j'interviens. Vous intervenez comment? Et à quel titre? D'abord, j'interviens à titre personnel. Je ne suis jamais intervenu dans aucun des conflits ou aucune des difficultés qu'a connu les aventures que j'ai connues en représentant de quelqu'un. Parce que je perdais à ce moment-là ce qui faisait ma première qualité, c'est-à-dire mon indépendance et ma liberté de penser. Donc j'interviens au nom de Jean-Yves Olivier. Mais il se trouve qu'avant de venir en Afrique du Sud, je connais le Mozambique, qui est en guerre avec l'Afrique du Sud. Je connais son leader, Samora Machel. Je connais le Congo, Brazzaville, marxiste-léniniste, ardent défenseur de la lutte contre l'apartheid. Je connais la Zambie, je connais l'Ouganda. Et donc, je me dis, peut-être que la solution n'est pas forcément une solution internationale. On va revenir, je suppose, là-dessus. Sans doute. Je me dis que peut-être qu'il faut laisser aux Africains le soin de régler leurs affaires africaines entre eux. Et mon seul objectif aura été de donner à la communauté blanche africaine, qui se sent isolée, maltraitée, la garantie africaine qu'ils auront leur place dans la nouvelle Afrique du Sud. C'est ça mon travail. On est en 1981. 1981. Mais c'est peut-être la période où c'est la majorité noire qui se sent oppressée. Est-ce que la minorité blanche se sent oppressée à ce moment-là? Non, la minorité blanche ne s'est jamais sentie oppressée en Afrique du Sud. Il est clair que l'oppresseur, c'est le blanc sud-africain, l'africanaire, et c'est pas la communauté noire. Ça, c'est clair pour moi. Mais l'absence de dialogue, et en particulier des sanctions, et si vous voulez, on parlera des sanctions. On en parlera. Fait que la communauté blanche est coupée de tout dialogue. Donc, elle se sent acculée, et elle n'a qu'un moyen pour survivre, c'est de détruire l'autre. D'accord. Si on peut résumer, vous arrivez en Afrique du Sud en 1981, vous êtes déjà un homme d'affaires établi, qui a déjà une certaine importance. Et vous connaissez déjà nombre de personnalités décisionnelles et importantes du continent, dont plusieurs chefs d'État. Vous y arrivez pour vos affaires. Et comme les affaires se mêlent toujours d'une façon ou d'une autre à l'autorité, parce qu'il faut signer des contrats, surtout quand on s'intéresse à des matières stratégiques, vous êtes donc amené à rencontrer des autorités politiques dans ce parcours. C'est bien cela? C'est exact. Et vous constatez que c'est une communauté blanche qui
après avoir mis en place un système... inique. Un système totalement inacceptable, c'est un euphémisme, se retrouve elle-même finalement isolée. Et vous essayez de renouer les fils. Quel est votre intérêt en tant qu'homme d'affaires à ce moment-là? Je n'ai pas d'intérêt en tant qu'homme d'affaires. Je ne cherche pas à faire des affaires. J'ai utilisé tout à l'heure l'image de la voiture. Quand on s'arrête au bord de la route, on ne cherche pas quelle affaire on va pouvoir faire. On ne va pas vous regarder si l'accidenté a un portefeuille à portée de la main qu'on peut piquer. Je veux dire, c'est un devoir humain. Et je prétends avec fierté que c'est ce devoir humain qui a toujours guidé mes actions. Patrick Mbeko, vous vous intéressez à toutes ces questions-là, la RDC, l'apartheid. L'apartheid, c'est quoi en 1981? C'est quoi la situation en Afrique du Sud? Mais c'est un régime brutal qui oppresse la majorité noire et qui, doit-on quand même le dire, même si elle se sent isolée, il faut dire qu'il y avait quand même un soutien de plusieurs puissances, mais c'est un soutien qui a été officieux, si on peut dire, puisque plusieurs États occidentaux critiquaient le jour, critiquaient le régime d'apartheid, mais la nuit traitaient avec ce régime unique. C'est ça aussi la réalité. Donc on était en face d'un pouvoir qui était très brutal, qui était inique et qui se livrait à l'oppression de la majorité noire. Et c'était un pouvoir raciste. Hein. C'est un pouvoir qui était très raciste. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut toujours contextualiser. C'est très important, puisque l'Afrique du Sud, au moment où elle est critiquée officieusement, c'est un allié important des puissances, de certaines puissances occidentales, notamment des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il ne faut pas surtout oublier que les armes que la CIA va fournir à l'unité de Jonas Savimbi passaient aussi par l'Afrique du Sud et aussi par le Zaïre, hein, qui étaient deux pays alliés des États-Unis durant la guerre froide. Donc, ce sont des éléments très importants à relever. Arrêtons-nous 2 minutes sur ce que moi j'appellerais la duplicité de la communauté, la fameuse internationale, face à l'apartheid en Afrique du Sud. L'embargo, il est prononcé en quelle année? L'embargo prononcé date des années 80, fin des années 70, début des années 80. Très bien. Donc, on est à peu près dans la période où l'embargo commence à être... L'embargo commercial est installé, mais également l'embargo diplomatique. C'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité de dialogue avec les forces au pouvoir. Et on interdit aux ambassadeurs en place à Pretoria de rencontrer les forces au pouvoir. Donc, à l'intérieur du pays, situation de blocage entre la communauté blanche et la majorité noire. Pire que le blocage. C'est les prisons, c'est les tortures, c'est les attaques, c'est une guerre civile. Dialogue impossible. On est au cœur de l'apartheid parce c'est Peter Botha qui est devenu président entre-temps. C'est quand même... on est au cœur de ce régime malgré le fait qu'on est déjà dans un monde médiatisé. Très médiatisé et voilà, qui assume jusque-là, au début des années 80. Il est médiatisé, mais il n'est pas médiatisé pour les Blancs d'Afrique du Sud. Pourquoi? Il n'y a que 2 journaux, un journal en afrikaner et un journal en anglais. Il n'y a qu'une chaîne de télévision. Bien entendu, tous ces journaux et télévisions sont sous contrôle du gouvernement blanc de Pretoria. Et pour vous donner un petit exemple, la télévision commence à 4 h de l'après-midi et s'arrête à 11 h du soir. Et un jour, c'est en afrikaner et le lendemain, c'est en anglais. Donc, voilà un petit peu le contexte de la médiatisation à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et cette médiatisation ne peut pas avoir lieu avec l'extérieur, puisque on ne peut pas aller à l'extérieur. On ne peut pas voyager quand on est blanc en Afrique du Sud, ou noir d'ailleurs, parce que la communauté noire a aussi subi cet embargo. Les avions ne sont pas autorisés à survoler l'Afrique pour se rendre en Europe. Donc on est confiné dans un territoire. Et... Quelle est la position précise des grandes puissances internationales, la position individuelle de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, sur la question sud-africaine? Je crois, comme a dit M. Mbeko, c'est très clair. Nous sommes en pleine guerre froide.
Le monde et l'Afrique est partagé en deux. Et d'un côté les Soviétiques, de l'autre côté les Américains et leurs alliés, l'Angleterre, et puis plus tard la France avec Jacques Chirac. Et ces deux puissances, en guerre froide, sont en fait en guerre réelle en Afrique. Nous avons affaire à des batailles. On se bat par proxy interposé. En Angola, on déstabilise le régime avec l'UNITA, que l'on fournit, vous l'avez cité, officiellement, avec des armes américaines. En Mozambique, on déstabilise le Mozambique avec la Renamo, qui a le soutien de l'Afrique du Sud blanche et qui est fourni Et puis de l'autre côté, vous avez l'Amérique qui joue à travers, qui utilise les Cubains pour contrebalancer les interventions américaines. Donc voilà deux puissances qui utilisent l'Afrique comme champ de bataille, et on meurt en Afrique pour le plaisir de Moscou ou pour le plaisir de Washington. Et la France ? La France de 81, c'est la France de Mitterrand, qui est clairement et définitivement engagée dans la lutte contre l'apartheid. Il ne supporte pas le président Mitterrand et son gouvernement, et les socialistes de l'époque se définissent clairement anti-apartheid. Patrick Beko ? Oui, tout à fait, il a totalement raison. Et d'ailleurs, on voit l'inquiétude des Américains quand Mitterrand arrive au pouvoir. Les Américains sont très, très inquiets parce que Mitterrand ne veut pas s'aligner aveuglement sur les politiques anglo-saxonnes, occidentales, mais notamment américaines, puisque ce sont les États-Unis qui conduisent le camp occidental. On le voit clairement dans le dossier sud-africain, puisque Mitterrand refuse carrément, et ça c'est très vrai, d'endosser ou bien de soutenir, même secrètement, par rapport aux autres, le régime d'apartheid. Il refuse non plus de s'aligner sur les positions anglo-américaines dans le dossier libyen. Et tout, donc, on voit du côté français une certaine indépendance par rapport aux autres États. Parce que quand vous prenez le cas des pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, comme je l'ai dit précédemment, le discours accusatoire c'était beaucoup plus pour l'opinion publique. Mais en réalité, on sait que le soutien continuait, puisque les armes, quand même, on a continué à soutenir ce régime qui entretenait des rapports économiques quand même assez importants avec certains de ces États, même si on ne l'a jamais dit, même s'il y avait embargo. Et ça, c'est très important de relever aussi. Et jusqu'ici, et c'est d'ailleurs emblématique de la situation, on n'a pas parlé de ceux qui étaient bâillonnés. La communauté noire, elle est réduite à quoi au début? Terroristes. On les considère comme des terroristes. Les Nations Unies, les États-Unis inscrivent l'ANC comme une organisation terroriste. Monsieur Mandela est un terroriste pour Madame Thatcher. C'est un terroriste. Le fait que, à tort ou à raison, l'ANC est considéré comme un parti marxiste-léniniste, donc supporté par Moscou et par les autres partis socialistes, par les autres pays socialistes de l'Afrique et autres pays dans le monde, condamne automatiquement l'ANC à être dans un camp qui est le camp anti-américain. Et surtout, il faut relever que c'est grâce à la CIA qu'on arrête Mandela. Ça, c'est très important. C'est la CIA qui communique à la police sud-africaine l'emplacement se trouve Mandela pour son arrestation. Et il semble, d'après des livres qui paraissent récemment, que c'est en même temps, au début des années 80, que commencent les négociations pour la libération, bien plus tard, de Nelson Mandela. Pas tout à fait. Nelson Mandela est arrêté, c'est le procès de Rivonia, et il connaît un petit peu une certaine notoriété. Pourquoi ? Parce qu'il échappe à la peine de mort qui, à l'époque, était donnée et exécutée d'une façon très normale par le régime blanc sud-africain. Il rentre à Robben Island, où il retrouve les anciens, d'autres chefs de l'ANC, Walter Sisulu, Mbeki, Ngoma Mbeki, le père de Thabo Mbeki. Et on ne parle plus de Mandela. On ne parle plus de Mandela, c'est fini. Il tombe dans l'oubli. Et c'est sa femme, Winnie Mandela, qui, elle, décide
de mener la lutte. mener la lutte. C'est chez elle, en fait, que c'est dans sa maison et le QG. Vous avez connu Mandela, vous avez connu Winnie Mandela. Winnie Mandela très tôt. J'ai connu Winnie Mandela dès 82, 83. J'étais un des rares blancs qui osait aller à Soweto. Vous me direz, pour aller manger un curry de Winnie Mandela, ça valait la peine, mais au bout du 10e ou 12e curry, j'aurais bien voulu qu'elle change de cuisine. Et quel est le rôle de Winnie Mandela précisément à ce moment-là? Justement, c'est elle qui transforme le slogan négatif pour l'opinion publique internationale, qui est « Down with Apartheid », la mort à l'apartheid, par un slogan positif qui est « Libérer Mandela ». Et c'est dans les années 80, avec le fameux concert de Wembley, que le mot Mandela va renaître. Il ne renaît que dans les années 80, Mandela. Et on n'a toujours pas vu de photos, on ne sait pas exactement. Alors sur sa libération, ça, je suis très content que vous ayez abordé ce sujet. Parce que personne ne relève cette donnée chez Mandela. Enfin, en tous les cas, seuls les experts le relèvent. Dès les années 86, en effet, l'idée de relâcher Mandela germe. Et puis il y a les pressions, et on la bat. Et le pouvoir en place, le pouvoir blanc en place, entame une négociation secrète avec Mandela, qui est encore à Robben Island, et lui propose de... Leur intérêt étant de desserrer un peu les taux sur l'embargo. Non, l'intérêt va beaucoup plus loin. La chute de la fin de la guerre froide. Il demande à Mandela de renoncer à la violence. Et c'est à cette condition-là qu'il peut être libéré. Et Mandela, jusqu'à sa libération, et jusqu'après sa libération, n'a jamais accepté de renoncer à cette violence. Et d'ailleurs, lorsque le président de Klerk annonce la libération de Mandela au Parlement, il dit « Nous avons décidé de relâcher M. Mandela inconditionnellement. » Pourquoi? Parce que M. Mandela veut garder l'arme de la violence dans les négociations qui vont venir plus tard. Bien entendu, il ne fera jamais usage de cette menace, mais tout le monde sait que cette menace est présente. Vous avez participé aux négociations pour le compte de la France. Il s'agissait de quoi? Quel était le rôle de la France à travers vous? Le rôle de la France la France n'a pas participé aux négociations. Et soyons clairs, ce qui a été fait, auquel j'ai participé, c'est de créer des conditions de paix autour de l'Afrique du Sud, de manière à ce que les communautés se partent directement sans intermédiaire. Et les négociations qui vont avoir lieu entre l'ANC et le pouvoir blanc, et les autres communautés d'ailleurs, qui vont amener à ce premier gouvernement d'union nationale, puis après à la présidence de M. Mandela, se font entre Sud-Africains. Quels sont les participants, Patrick Beko? Quels sont les acteurs de ces négociations? Avant, il est quand même important de revenir, parce qu'il y a un contexte important là, quant aux négociations qui vont mener à la libération de Mandela. Dans des contextes, c'est que dans les chancelleries occidentales, on est conscient qu'on s'achemine vers la fin de la guerre froide. En 1980. Mais en Afrique du Sud, il y a des pressions importantes de l'élite blanche, surtout des financiers, qui ne supportent plus vraiment l'embargo et qui font pression sur le pouvoir politique. Donc les négociations s'amorcent aussi en tenant compte de cet aspect des choses. C'est-à-dire, pour l'élite, pour les pouvoirs financiers, il était inutile de continuer à s'acharner sur Mandela alors qu'il y avait des pressions qui, en fait, mettaient à mal ses intérêts économico-financiers. Et ce sont ces gens-là, à un moment donné, qui vont demander au pouvoir politique, en fait, d'orienter d'une certaine manière ces positions dans les négociations à venir. Et on constate surtout que... En gros, donnez-leur le pouvoir politique du moment que nous on garde de l'argent. Oui, mais attendez, c'est extrêmement intéressant ce que dit M. Beko, parce qu'il y a une autre donnée dont il faut tenir compte. C'est que l'apartheid n'est pas seulement un apartheid entre noirs et blancs. L'apartheid en Afrique du Sud, c'est également entre les deux communautés blanches principales, avec en périphérie les Portugais et les Italiens, et les Métis. C'est-à-dire que lorsque l'Union sud-africaine se crée, un partage se fait, et ce partage est très clair.
c'est le pouvoir politique et l'administration revient aux afrikaners. Le pouvoir des affaires, l'assurance, la banque, les mines, l'anglo-américaine, revient aux anglophones. Donc les anglophones sont exclus de la décision politique. Le dernier gouvernement de M. de Klerk ne comprenait aucun anglophone. Il n'y a pas un seul anglophone. Expliquez aux gens la subtilité entre afrikaners et anglophones, des gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que les afrikaners sont installés, entre guillemets, en Afrique du Sud depuis le XVIe siècle. Descendants des Hollandais. Les Hollandais et des Français, les Huguenots, oui. D'où certains noms à consonance française. Et puis après, avec Cecil Rhodes, il y a une guerre de conquête de l'Angleterre qui a amené à ce qu'on appelle la guerre des bourgs, c'est-à-dire que certains considèrent comme la première guerre coloniale. Paradoxe. Et cette guerre des bourgs se termine par un accord en 1901 qui va être la création de la République centrafricaine, et ce sont des provinces qui vont former un État. Alors, vous avez le Natal, le Cap, le Transvaal, et c'est cela, et déjà le pouvoir va être partagé. Je vais vous donner un petit exemple. Le pouvoir politique, je vous l'ai dit, va aux blancs afrikaners, aux boers, d'origine hollandaise, donc c'est Pretoria, et à l'administration, aux civil servants, aux fonctionnaires. On décide que le pouvoir politique va être également partagé avec la province du Cap. La province du Cap va accueillir le Parlement, l'administration politique se faisant à Pretoria. Nous sommes à 2000 km de distance. Et puis au milieu, il y a une ville qui s'appelle Bloemfontein où on va mettre le pouvoir judiciaire. Et déjà, il faut comprendre que déjà à ce moment-là, on sépare les choses. On les sépare les uns des autres. Et c'est quand même ça, avec les conséquences que l'on connaît. C'est très intéressant ce que vous dites, et le temps, et ça va vite également. Mais je pense que les gens aimeraient comprendre quel est votre rôle précis là-dedans. Et est-ce que c'est à titre personnel que vous faites tout ça, et vous faites quoi précisément ? Alors, vous m'avez demandé si c'était à titre personnel, je vous l'ai dit, je vous ai déjà répondu, bien sûr, et je ne pourrais que répéter ce que je vous dis, c'est totalement à titre personnel. Je mets au défi quiconque de dire que c'était pour le compte de qui que ce soit. Qu'est-ce que je fais ? Je connais les intervenants qui entourent l'Afrique du Sud et qui sont en guerre et qui sont déstabilisés par l'Afrique du Sud et qui refusent de négocier avec le pouvoir de Pretoria. Donc, je vais essayer de créer une situation de paix pour que l'excuse de la guerre extérieure tombe et que l'ANC soit reconnue comme un parti politique. Ça va être reconnu à Brazzaville en 87. 88, la conférence de Brazzaville. Le 13 décembre 88. Ça va être reconnu. Je vais négocier ça dans les coulisses de Brazzaville. Vous n'êtes pas tout seul ? Si, je suis tout seul. Vous êtes tout seul ? Tout seul. À conduire cette négociation ? Tout seul à conduire cette négociation. Entre quels acteurs et quels acteurs est-ce qu'il y a des acteurs institutionnels ? Bien sûr. Dans chaque pays, j'ai un ou deux interlocuteurs institutionnels qui sont devenus des amis, qui le sont restés. Si vous voyez le film Plot for Peace, vous verrez qu'ils sont tous là. Le documentaire. Vous verrez, ils sont tous là. Ils sont tous présents. Tous. Il n'y en a pas un qui a manqué à l'appel. Et c'est avec eux, c'est pour ça que ça s'appelle le complot pour la paix, c'est avec eux, avec mes comploteurs, que nous allons recréer deux choses, les conditions d'un dialogue interne sud-africain, je vous l'ai dit, sans intervention extérieure. L'Afrique du Sud a négocié, les Sud-Africains ont négocié entre eux, mais facilité par la paix à l'extérieur, et cette paix qui était en danger puisque l'Afrique du Sud blanche déstabilisait les pays extérieurs et faisait la guerre. Vous allez finir d'un mot sur le dernier point, ensuite on parlera quand même du français et de la France dans votre parcours. Mais pour finir sur l'Afrique australe, la fameuse conférence de Brazzaville 1988, pourquoi Brazzaville ? J'ai choisi Brazzaville pour deux raisons. D'abord parce que... Et qu'est-ce qui s'y dit ? Quelles sont les conclusions ? Alors, d'abord,
Je souhaite que ce soit le Premier ministre Jacques Chirac qui sert d'honnête broker, de courtier aux dettes dans cette affaire, mais j'ai un blocage parce que Mais dites quand même... Donnez quand même une information qui est importante quand vous parlez du Premier ministre Jacques Chirac. À cette époque-là, vous avez travaillé un petit peu avec lui à travers Michel Roussin, qui était son directeur de cabinet. J'ai accès à lui. Je suis ce qu'on appelle un visiteur du soir. Oui. J'ai accès à lui. Je ne travaille pas avec lui. Je n'ai jamais travaillé avec Jacques Chirac ou pour le compte de Jacques Chirac. Mais j'ai accès à Jacques Chirac comme j'ai accès à d'autres leaders dans le monde. J'ai des accès à Washington, j'ai des accès à... Vous avez accès à tout ce qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée à l'époque Oui, à l'époque c'était la cellule africaine, c'était Jacques Foccart pendant la courte période de la cohabitation, 86-88. Mais il y avait une autre cellule africaine, qui était la cellule africaine de l'Élysée, qui était dirigée par M. Audibert et ensuite par Jean-Christophe Mitterrand. Et très vite, je vais avoir d'ailleurs affaire à la cellule africaine de M. Mitterrand quand Chirac quitte. Eh bien, très bien, on y arrive. Parlons-en de cette fameuse cellule africaine, de ce qu'on appelle la France-Afrique. N'ayons pas peur des mots, puisque vous-même vous dites en sous-titre « Ma vie de négociant en politique de Chirac et Foccart à Mandela ». Donc, vous assumez très clairement tout ce système-là. Dites-nous, c'est quoi la France-Afrique? Qui était ce Foccart? Et qu'est-ce que c'est, toutes ces histoires qu'on nous raconte? Il faudra refaire une émission. Avec plaisir. Écoutez, la France-Afrique, d'abord, on oublie, on en parlait, c'est un nom qui a été inventé par M. Houphouët-Boigny. Et il avait comme objectif de définir les relations particulières qui devaient exister entre l'Afrique et la France. La France va accompagner les indépendances que l'on connaît, va placer des fonctionnaires, va placer des conseillers, va intervenir sur qui doit être ou qui ne doit pas être au pouvoir. D'ailleurs, la Guinée qui refuse le référendum, lui, on lui jette les clés et on l'isole. Selon le mot de Général de Gaulle, on la met au coin. Et cette France-Afrique, de cette relation particulière avec la France-Afrique, ceux qui ont permis ce dialogue, ceux qui sont intervenus, sont restés influents par rapport aux dirigeants issus de la France-Afrique. C'est-à-dire, lorsque le roi Hassan II disparaît, lorsque M. Houphouët-Boigny disparaît, lorsque M. Senghor n'est plus en place, je crois que la France-Afrique n'existe plus. Vous pensez ? Moi, je pense qu'elle a existé. Qu'elle a existé. Non, qu'elle a continué d'exister. Qu'elle continue. Qu'elle continue, mais bon, il faut en même temps contextualiser parce que c'est important. Mais quand le président Houphouët-Boigny disparaît, Senghor disparaît, il y a quand même le président Mobutu, même si le ZR ne fait pas partie du précaré. Il fait partie de la France-Afrique, non, il ne fait pas partie du précaré français, mais il fait partie de la France-Afrique. Oui, absolument. Donc du système. Et donc Mobutu... Et le système, c'est quoi? C'est ce système qu'on dirait obscur, hein, des relations entre la France, ses anciennes colonies, mais aussi d'autres pays d'Afrique francophone, parce qu'il n'y a pas, le ZR n'est pas une colonie française, encore moins le Rwanda. Et pourtant, ces deux pays ont été centraux dans le système france-africain. Et on l'a vu après la chute du mur de Berlin, quand les Américains ont décidé de redéfinir la carte géopolitique de la région des Grands Lacs. Donc, ils ont bouté la France dehors à travers le Rwanda et le Zaïre. Donc, on voit bien que le système était beaucoup plus complexe. Donc, la mort d'Houphouët-Boigny ne met pas, ou même de Senghor ou des autres chefs d'État, ne met pas fin au système france-africain. Le système france-africain va connaître des moments difficiles au moment où les Américains décident, en fait, eux aussi, de pénétrer le précaré français, de renverser les jeux d'alliance et d'installer à la tête de certains États des dirigeants au sous-traitants. Alors, si je vous entends parler, c'est un système que l'Afrique subit, parce qu'on parle des autres. Et c'est quoi l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le contrôle des ressources
des pays africains. À travers les responsables politiques. À travers certains responsables politiques, c'est aussi clair que ça. Parce qu'on voit quand même... Pourquoi vous avez donné l'exemple de la Guinée. Quand la Guinée a refusé de s'aligner, de faire partie de la France-Afrique, on sait ce qui s'est passé après. Est-ce qu'ils sont obligés? Ils ne sont pas obligés. Mais qu'est-ce qui les intéresse dans ce système? Les dirigeants africains? Oui. Non, mais il faut quand même rappeler qu'il y a des dirigeants africains qui ont refusé de faire partie de la France-Afrique. Ils ont été renversés. Ceux qui ont accepté, très souvent, ce sont ceux qui ont été adoubés, protégés. Pourquoi? Parce qu'eux se sont alignés. Il y a toujours des traîtres, je veux dire des sous-traitants dans ce genre de choses. Mais il faut quand même dire qu'il y avait quand même des dirigeants qui avaient refusé clairement de faire partie de ce système obscur. C'est un système qui ne permet pas finalement une expression plurielle des idées ou une alternance. La France-Afrique, c'est la France, les dirigeants alignés sur la France sans les peuples africains. C'est une définition qui vous en dit. N'ait pas eu à un moment donné le soutien de leur peuple. Voilà. Or, quelquefois, on a vu des peuples africains suivre leurs dirigeants. Tout à fait, tout à fait. Et si on regarde la Côte d'Ivoire, je ne crois pas que M. Houphouët-Boigny ait dirigé son pays sans l'approbation de son peuple. Ah non, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, il faut quand même dire, et ça c'est très vrai, en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny c'était le père, c'était le père de la nation, il était très aimé. Mais je pense qu'il y a quand même un changement dans les vues, surtout au niveau de la nouvelle génération d'Ivoiriens, qui se rendent compte finalement que les politiques d'Houphouët-Boigny ça profitait à la Côte d'Ivoire d'une certaine manière, mais au fond, au final, on se rend quand même compte que la Côte d'Ivoire est restée un pays sous tutelle du système france-africain. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts français qui dominent l'espace économique ivoirien. Et quand le président Gbagbo a essayé d'introduire dans le jeu ivoirien des acteurs autres que français, les ennuis ont commencé. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne peut pas reprocher à l'Afrique, en y contribuant, de ne pas avancer vers la démocratie. Finalement, il y a une espèce d'hypocrisie, on y revient, comme l'embargo face à l'Afrique du Sud, etc. Donc, si ça subsiste aujourd'hui, ça a pris quel visage? C'est vous qui disiez que ce système a survécu. Le système a survécu et j'ai parlé il y a une période de transition. On a entendu parler des valises il n'y a pas longtemps avec Bourgi et tout ça. Voilà, on a entendu parler des valises, effectivement. La cellule africaine à l'Élysée, elle existe toujours Non. Non, officiellement non. Mais il y a des responsables d'Afrique à l'Élysée, oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties dans le consulting ou ce genre d'activité en Afrique. Mais, en tous les cas, c'est des personnes que je ne connais pas. Ce sont des personnes pas connues. Par exemple, Bernard Kouchner. Oui. À un moment donné. Où certains se retrouvent très importants dans les groupes. Bernard Kouchner faisait partie de la France-Afrique. Non, il a fait un petit rapport. Il a un petit rapport, mais lui, Bernard Kouchner fait partie de ce que j'appelle l'Amérique-Afrique. Est-ce que Michel Roussin n'est pas celui qui est le plus discret mais le plus efficace encore aujourd'hui, que vous connaissez bien? Je connais bien Michel Roussin, qui est mon ami. D'ailleurs, le livre le lui est dédié. Michel Roussin, je crois que c'était le premier qui rompt avec la France-Afrique. Il devient ministre de la coopération et il se trouve immédiatement en conflit avec Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac veut lui imposer, dans un premier temps, M. Vibaud comme conseiller à la coopération. M. Focard, il demande à ce que M. Focard devienne conseiller du ministère de la Coopération. Michel Roussin s'y oppose. Et je crois même qu'il y a eu une tentative pour que M. Bourgi fasse partie du ministère de la Coopération, qui était, rappelons-le, à ce moment-là, un ministère à part entière. Sous Michel Roussin, le ministère de la Coopération est le seul. Et je crois que Roussin rompt, parce qu'il connaît bien les arcades de la France-Afrique. Et je crois que c'est le premier qui rompt avec l'idée de la France-Afrique. Mais il se retrouve quand même très haut dirigeant d'une très grosse société, d'un très grand groupe, dont les investissements premiers sont en Afrique. Il met quand même au service de ce groupe son expertise. Vous avez défini. Il met au service d'un groupe qui l'emploie. Il n'est que salarié, si mes souvenirs sont exacts. Il met au service son expertise sur l'Afrique. Où est le mal? Non, il ne s'agit pas de mal. Nous parlons juste d'un système que nous essayons de comprendre, parce que c'est la politique. Mais que M. Roussin, aujourd'hui, intervienne dans les issues politiques africaines, certainement pas. Certainement pas. Et l'Afrique aujourd'hui, vous qui connaissez
beaucoup de gens qui s'intéressent aux questions politiques, stratégiques. C'est quoi la lecture que vous pouvez avoir des grandes questions qui ont traversé l'Afrique récemment, la Libye, la Côte d'Ivoire ou la Centrafrique aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Africains eux-mêmes, ce sont les soubresauts Alors vous voulez que je fasse de la France-Afrique, c'est ça? Non, je veux que vous nous fassiez de l'analyse. J'ai mes opinions sur ces grands conflits, bien sûr. Et si je peux aider, j'aiderai ou j'aide. Je crois qu'on s'est embarqué un petit peu vite pour des choses qui ne nous concernaient pas. Par exemple? Je pense que la façon dont on a géré le dossier libyen a été quelque chose qui n'a pas... C'est intéressant. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait... Il y a une zone de transition après la guerre froide. Et surtout avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, qui, en Amérique du Nord, était très apprécié et qu'on a toujours considéré d'ailleurs comme un atlantiste. Il faut dire que la France-Afrique d'aujourd'hui s'est alignée sur ce que moi j'appelle l'Amérique-Afrique. Quand vous prenez le cas du conflit libyen, on voit très bien que c'est une guerre américaine sous-traitée aux Français. Puisque le premier avion français, avant de lancer d'ailleurs le premier missile sur la Libye, Sarkozy devait avoir l'aval d'Obama, de la Maison-Blanche. On le sait aujourd'hui que cette guerre a été menée par Africom. Mais les États-Unis, aujourd'hui, ils utilisent les Français, même dans les zones autrefois considérées comme le précaré français. Nous avons eu le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons eu le cas aujourd'hui de la Centrafrique, et nous avons même eu encore, il n'y a pas longtemps, le cas au Mali, où on a eu besoin, encore une fois, des Américains pour combattre les djihadistes. Donc aujourd'hui, il y a une Amérique-Afrique qui s'est installée et qui se sert du système France-africain pour avancer ses pions dans les régions stratégiques d'Afrique, notamment dans les zones considérées autrefois comme... Quel est l'intérêt français à collaborer avec des Américains qui viennent lui prendre ses positions? Non, parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, depuis Sarkozy, la France est dirigée par des dirigeants qui se sont alignés sur les positions américaines. Dans quel intérêt? Cette indépendance qu'on a... C'est dans quel intérêt, je demande? C'est dans l'intérêt de l'Amérique. Et si vous discutez avec certaines personnes... Et pourquoi la France servirait les intérêts de l'Amérique sans se servir elle-même? Non, le problème, si vous regardez ça sous cet angle-là, vous n'allez pas bien comprendre en fait les subtilités de la géopolitique profonde, les réalités des États profonds, comme l'a dit Peter Descott. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous regardez les positions françaises... En fait, là où j'ai envie de vous conduire, c'est dans la réciprocité des intérêts. Est-ce que la France n'a plus les moyens par elle-même, au niveau militaire et stratégique, de mener certains combats? Elle bénéficie du soutien logistique américain ou par les satellites, par l'information, par quoi? C'est quoi le fond de l'histoire? J'aimerais intervenir pour notre ami, et je suis sûr que l'Amérique n'est certainement pas absente de l'Afrique. Elle est d'ailleurs très présente. Mais je n'en doute pas. On la voit déstabiliser des pays parce que ces pays refusent de servir les intérêts américains. Je pense entre autres au fameux bien mal acquis qui, comme par hasard, touche 3 pays du Golfe de Guinée qui ne sont pas américanisés. Et on peut s'interroger sur ceux qui, derrière, manipulent notre presse française sur ce sujet. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a quand même une conscience africaine qui est en train de se faire savoir. Vous parlez de la Centrafrique. Permettez-moi de vous dire que les 2 premiers contingents qui sont intervenus en Centrafrique et qui ont arrêté la première grande colonne des CIDK qui descendait, c'est quand même les contingents congolais et tchadiens. Et je ne pense pas que cette intervention ait eu lieu avec l'approbation de la France ou poussée par la France. Vous avez raison, mais il faut dire ceci, il faut nuancer. Ce sont les mêmes troupes tchadiennes qui ont aidé la CIDK à arriver au pouvoir en Centrafrique. Ce sont les mêmes troupes tchadiennes. Et ces unités, en fait, d'élite tchadienne sont formées par les Américains. Plusieurs armées d'Afrique aujourd'hui sont formées parce qu'il y a, c'est dans le cadre il y a un cadre de coopération militaire. Est-ce que vous n'avez pas une obsession américaine? Pas du tout. En fait, il faut comprendre que ça,
l'observation, l'analyse nord-américaine des événements en Afrique diffère grandement de tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Quand vous êtes aux États-Unis, on le dit, on ne le cache pas. Quand vous lisez les documents déclassifiés grâce à l'accès de la loi à l'information, vous avez accès à des documents du département d'État où on vous dit clairement, et vous voyez clairement des analyses qui disent que, oui, effectivement, l'Amérique, comme d'ailleurs l'a dit... En fait, là où j'aimerais vous conduire, pour être plus clair, c'est peut-être l'idée qu'il y a l'arrivée d'un acteur maintenant qui s'appelle la Chine, au moins. Est-ce que la France ne s'est pas retrouvée à la tête d'un gâteau qui était trop gros à défendre, que la Chine est en train d'empiéter et que finalement il y a une alliance objective entre Français et Américains sur certains dossiers? En 1993, le secrétaire d'État américain Ron Brown dit, quand ils décident de bouter la France hors d'Afrique centrale, ils disent, hors de l'Afrique d'ailleurs, ils disent nous n'allons plus laisser l'Afrique aux Africains. Le temps où certains pays d'Afrique étaient considérés comme la chasse gardée de certains pays occidentaux faisant allusion à la France est fini. Les Américains vont tenir la dragée haute à la France et aux Européens. Ils le disent clairement. Ils le disent où? À Dakar. Le message est très clair. Donc la France est désarmée, comme dirait Jean-Yves Olivier. Ron Brown ajoute encore, nous ne laisserons plus l'Afrique aux Français. Ils l'ont dit clairement à la fin de la guerre froide. Et ils l'ont montré après, parce que les Américains ont pénétré tous ces pays considérés comme la chasse gardée de la France. Ils l'ont pénétré, ils ont déstabilisé les intérêts français. Parce qu'avant la guerre froide, la guerre froide faisait que on ne voulait pas frustrer les susceptibilités de la France dans ses précarés. Mais après la guerre froide, cette réalité a changé. Et si vous faites le tour de plusieurs pays d'Afrique francophone, colonies de la France, vous allez remarquer des intérêts américains anglo-saxons importants qui sont installés. Ah oui, ça c'est sûr. Il ne reste plus qu'une minute. Alors laissez-moi... Je vous la laisse. Autorisez-moi à conclure. Je vous en prie. Quelque part, nos raisonnements se rejoignent. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la véritable influence de l'Amérique ou la véritable influence de la France. Mais ce que l'Afrique doit faire, c'est de se désengager de ces pressions extérieures qui ont fait qu'à un moment donné, on est mort. Il y a eu des batailles en Afrique pour le compte de tiers. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit encore des guerres civiles s'installer on se demande qui fait qui. Et émettons simplement un souhait, que l'Afrique reprenne en main ses destins, que l'Afrique se retrouve, que l'Afrique agisse, et elle en est capable, comme elle a été capable, comme le Congo-Brazzaville a été capable de le faire pour l'Afrique du Sud. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous voyez bien qu'on a essayé. Mais le livre, il dit encore beaucoup plus que tout ce qu'on a pu dire ici. Achetez-le, tout comme le livre de Patrick Beko, le dernier, Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda. L'analyse de Patrick Beko, elle est intéressante. C'est l'analyse anglo-saxonne très riche. L'Afrique a aussi besoin de penseurs, de stratèges. Il fait partie de la génération qui monte. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci à vous, Jean-Yves Olivier. On vous retrouvera dans plusieurs diffusions dans la semaine. Dans 15 jours, je retrouve l'abbé Pini-Pini, qui a écrit un livre qui a fait mouche du côté de la Belgique. Il sera avec nous pour parler de la colonisation au Congo. Comme quoi, on n'arrête pas avec tous ces sujets. Bonsoir, c'était l'invité de l'Histoire.